Bonjour, merci de nous rejoindre sur Télécieux. Vous êtes les bienvenus, vous regardez Des mots et débats. L'auteur que je reçois est d'origine algérienne, kabyle, je précise. Il est l'auteur de 12 romans, dont Le porteur de cartable, Le passager du Tassili, Il était une fois. Peut-être pas, des films qui ont été adaptés, des livres qui ont été adaptés pour la télévision. Akli Tadjer, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes l'auteur également de La Reine du Tango en 2016. Vous avez reçu le prix Nice Baie des Anges. Et puis aussi, il faut se souvenir de votre dernier roman. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais là, je parle de votre dernier roman, La vérité attendra l'aurore. C'est sorti chez Jean-Claude Lattès en 2018. Et puis, votre nouvel ouvrage vient de paraître, Qui n'est pas raciste ici, toujours chez Jean-Claude Lattès. Eh bien, nous allons tout de suite commencer l'émission au fil des pages. Akli Tadjer, avant d'aborder en profondeur votre ouvrage, racontez aux téléspectateurs votre motivation, l'élément déclencheur qui vous a donc poussé à écrire ce document, ce livre. Eh bien, l'année dernière, j'ai rencontré une enseignante dans une librairie, comme ça m'arrive parfois, et elle me dit j'aimerais bien faire étudier un de vos romans qui s'appelle Le porteur de cartable, qui traite de la guerre d'Algérie, parce que je pense que ça ferait du bien à mes élèves. Ça ferait du bien à vos élèves. Elle me dit oui, j'espère que ça ferait du bien à mes élèves. En fait, j'ai compris le message subliminal. Et au début, j'étais pas très chaud pour y aller parce que Le porteur de cartable est un roman qui date déjà, et puis je préfère parler de mes nouveaux romans quand je vais voir des lycéens, quand je vais voir des étudiants, parce que voilà, c'est Oui. plus d'actualité, et puis on avance, et dans ces romans aussi on avance. Et donc cette professeure a insisté, et puis je lui ai dit écoutez, je vais le faire. Bon, tout était parfait, voilà, on s'entend. Et un mois avant la rencontre avec ses élèves, elle m'envoie un mail. Et là, je tombe des nues parce que je n'ai jamais reçu un mail comme ça. Elle me dit donc, cher monsieur, j'ai présenté Le porteur de cartable à mes élèves. Il y a eu un tollé, une levée de bouclier. Certains, parce qu'en même temps, pas tous, hein. Faut pas non plus stigmatiser, raconter qu'une classe, toute une classe s'est levée. Oui. Et certains élèves, 8 sur 24, c'est un trière, mais après la bronca a pris, et puis après c'était là, plus personne voulait bosser. 8 n'ont pas voulu travailler sur ce roman, l'ont carrément rejeté, au prétexte que l'auteur n'est pas français. Ça fait plaisir. Que la guerre d'Algérie ne concerne pas la France. Vous voyez le niveau de culture. Oui. Et ils ne savaient même pas que l'Algérie avait été une colonie française. Mais ça, encore, à la limite, j'aurais pu faire fi de ça, parce que bon, je ne suis pas là pour faire leur culture, je ne suis pas leur enseignant. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est pas ça. Je ne veux pas qu'ils disent que je ne suis pas français, etc. Tout ça ne m'a pas dérangé. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y en a un qui n'a pas voulu lire le prénom d'un de mes personnages, qui s'appelle Messaoud, et qui a envoyé valdinguer le bouquin. Et ça m'a choqué, parce que d'abord, ça m'a renvoyé à cette histoire d'Éric Zemmour, qui avait stigmatisé une jeune présentatrice noire au prétexte qu'elle s'appelle Absatou. Oui. Et ça m'avait choqué quand je l'avais vu à la télé. Et finalement, la démarche de ce jeune homme, parce que ce sont des jeunes gens, ils ont 17 ans, hein, c'est-à-dire qu'ils votent maintenant cette année. Je me suis dit, ça ne peut pas rester lettre morte, cette histoire. Alors je me suis dit, je vais aller les voir, mais avant, j'ai demandé à l'enseignante que le mail qu'elle m'avait envoyé, je puisse le mettre sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y avait pas de raison que cette histoire reste entre elle et moi. Oui. Parce que souvent, dans les banlieues ou dans les quartiers, comme on dit, quand il y a des jeunes gens qui font les cons, pour parler simplement. Oui, qui cassent, qui brûlent. Qui cassent, qui brûlent, qui sont... on pointe du doigt leur double nationalité, leur double culture, c'est ça. Mais pire que ça, parce que on pointe du doigt, ça passe en boucle à la télé, voilà, on les pointe du doigt, non-stop. Et quand ça se passe en province, dans ces provinces complètement calmes et tout, il se passe des choses, à mon avis, aussi graves, parce que ça, pour moi, ça c'est aussi grave que c'est une insulte, à vrai dire. Je le pris comme une insulte.
Je veux dire, personne n'en parle. Personne n'en parle, et surtout quand ça se passe dans un établissement scolaire où surtout il ne faut pas qu'il y ait de vagues. Alors je lui ai dit, écoutez madame, moi je viendrai à la condition que ce mail soit diffusé. Et à partir de là, elle m'a donné son accord, avec quelques réticences parce qu'elle avait peur un peu de la hiérarchie, et le mail a fait le tour du monde. Donc j'ai rencontré ces jeunes gens. Ces jeunes gens. Alors justement, ils ne sont pas tous accueillants, hein, ils sont un peu froids. Donc voilà, il y a cette rencontre un peu de but en blanc, où là, vous leur posez cette question. Qui n'est pas raciste ici? Et en fin de compte, ils se posent, ils se regardent, ils n'ont pas compris la question. Et pourquoi justement, je me suis dit, pourquoi n'est pas posé la question, qui est raciste? Pourquoi vous les posez sous forme de négation? Parce qu'on ne la pose jamais sous cette forme, on la pose donc toujours de façon affirmative en fait. On affirme quelque chose. Qui n'est pas raciste? Qui est raciste ici? Finalement, personne n'ose vraiment lever la main, même s'il le pense. Tandis que si vous dites qui ne l'est pas, finalement, ça force à se questionner. Est-ce que je le suis? Est-ce que je peux l'être? Est-ce que je l'ai déjà été? Parce que à un moment de notre vie, on a pu aussi se poser cette question devant des situations qui nous ont dérangés. Et puis, il y a une espèce de mauvais démon qui fait que on généralise. Et c'est ça le racisme. Et donc, ils se sont posés, ils se sont regardés. Il y en a une dizaine qui ont levé la main pour affirmer qu'ils étaient pas racistes, quoi. Franchement, ils étaient un peu choqués. Puis il y en a d'autres, 6 ou 7, qui ont levé la main timidement. Et puis le reste a levé la main honteusement, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient compris. Et puis en fait, ils comprenaient très bien que c'était pas très, très bien vu d'afficher des opinions racistes. Et alors, ce que j'ai trouvé c'est qu'il y en a 8 qui n'ont pas levé la main. Vous voyez? Et finalement, j'ai trouvé assez courageux. Parce que être devant moi et me dire finalement qu'il l'était, déjà, c'est pas banal de rencontrer des jeunes qui osent. Et donc, je leur ai posé cette question. Oui, c'est quoi être raciste pour eux et c'est quoi ne pas être raciste? Finalement, pour eux, ne pas être raciste, c'est finalement être plutôt indifférent aux autres. C'est-à-dire qu'ils voient un noir et un arabe, ils s'en foutent. Ils n'ont pas envie d'être copains spécialement avec lui ou avec elle. Mais bon, ça ne les dérange pas plus que ça dans leur champ visuel. Voilà. Pour eux, c'est ça. Ça ne veut pas dire que demain matin, ils vont devenir le meilleur ami. En fait, ils pourraient le devenir. D'abord, où ça s'est passé, il n'y en avait pas, donc la question a très peu de chances de se poser. Parce que dans cette classe, justement, ils étaient tous français de souche, on va dire. Ils étaient tous européens, caucasiens. Ils étaient tous blancs. Oui. J'ai l'impression d'être dans un film des années 70. Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Voilà. Et moi, j'ai l'habitude de faire des rencontres, enfin quand j'en fais, et voilà, où il y a l'idée que je me fais de la France, enfin, qui est des trucs, c'est-à-dire qu'il y a des gens de toute origine, des blancs, des jaunes, des noirs, des arabes, enfin, c'est une France que je rencontre souvent. Oui. Et cette France-là, je la connaissais mal, pour vous dire. J'ai déjà rencontré, mais je la connaissais mal. Et donc, ça m'a surpris, et je me suis dit, est-ce que je ne fais pas, moi aussi, en ayant cette réaction, une forme de racisme, en disant, ils sont tous blancs, donc je suis surpris de cette différence. Aussi, c'est ça la question qu'on peut se poser. Pourquoi je suis surpris de voir que des blancs en France? Non, mais c'est vrai. Mais vous étiez aussi en province, est-ce que ce n'est pas la raison? C'est beaucoup en province, c'est ça, hein, parce que parce que les étrangers ou les gens d'origine étrangère ou les descendants de migrants, finalement, ils sont allés dans des régions où il y avait du travail. Oui. Ils n'ont pas allé dans des régions où il n'y a rien, où les gens sont au chômage depuis des dizaines d'années. Ça n'a aucun sens. Ils ne vont pas aller. Donc voilà, ce sont des jeunes gens qui se retrouvent entre eux. Ils sont affiliés à des réseaux, parce que vous voyez comment ça marche les réseaux sociaux. Par exemple, vous êtes journaliste, il y a beaucoup de chances que dans votre réseau social, vous ne retrouvez que des gens qui ont à voir avec la presse, etc. Bon, moi je suis écrivain et j'ai beaucoup de... Mais par exemple, quelqu'un qui est chasseur, il va avoir que des chasseurs autour de lui. Oui. Et quelqu'un qui va fréquenter... parce que c'est des régions qui sont quand même très marquées par une forme d'identité. En fait, ils s'accrochent beaucoup à l'idée de la France qu'ils se font. Mais cette idée, elle est d'hier, de mon point de vue.
La France, elle a changé, mais eux, ils l'ont pas vu parce que voilà, il y a eu des sirènes qui leur ont dit que la France d'avant, voilà, c'était mieux, etc. Alors que leurs parents n'étaient pas plus heureux avant. Pas Mais les vrai. médias aussi n'aident pas cette vision, c'est-à-dire ce cliché, puisqu'à chaque fois on Mm. montre toujours la banlieue qui s'embrase, une catégorie Bien socio-professionnelle, sûr. culturelle, qui justement Puis il y a un se fait mélange des remarquer. genres en plus entretenu ou pas, mais qui existe. Quand on fait des reportages où on amalgame tout, c'est-à-dire que le migrant qui est arrivé la semaine dernière, Oui, le demandeur d'asile, l'immigré qui est de base, je dirais classique, ouais. et les Français d'origine maghrébine ou africaine qui sont là, qui sont français depuis 3-4 générations, ce qui fait Oui. que plus personne ne comprend rien. Et ils le savent très bien, ça. Ils le savent très bien que c'est pas innocent. Alors donc c'est pas du racisme, est-ce que c'est plutôt de l'islamophobie? Ben, la question s'est posée, parce que Oui, ça, c'est c'est ce que très vous... important. Ça, Ouais. c'est très important. C'est que dans les provinces, en même temps, je ne veux pas généraliser. Mais il y a, et je ne veux pas nier le fait non plus. C'est pas parce que je ne veux pas généraliser, dire que c'est un film, que ça n'existait pas. Parce que si ça n'existait pas, je n'aurais pas écrit le livre. Je pense que beaucoup de gens se posent la question de savoir s'ils sont islamophobes. C'est-à-dire si l'islamophobie, c'est du racisme. À cela, je réponds que l'islam, ça n'est pas une race. Pas une race. Vous avez des musulmans chinois, ça va jusqu'au... Donc, c'est pas une race, c'est pas un peuple. Donc, mais en revanche, ce qu'il y a, et ce que je peux comprendre, parce que moi aussi, ça me fait peur, c'est l'intégrisme religieux qui peut susciter du rejet et qui suscite du rejet. Parce que pour parler de l'intégrisme violent, d'abord, moi qui suis binational, moi j'étais en Algérie dans les années 90 où l'islam a fait des carnages, Oui. 200 000 morts au nom de l'islam. Donc je peux vous dire que Au nom du GIA, c'était le GIA à l'époque. les GIA, etc., le fils qui s'est transformé en GIA, en mouvement terroriste et tout, et c'est énorme. Enfin, je veux dire, 200 000 morts, le chiffre parle de lui-même, il n'y a pas besoin de... Et donc, les premiers qui ont peur de cet intégrisme, de ce terrorisme islamique, les premiers qui ont trinqué, c'est les musulmans dans cette affaire. Et ces jeunes gens, et puis en France aussi, il y a eu des attentats Bien terroristes, sûr, voilà, oui. on les compte plus, quoi. Et en fait, ces jeunes gens-là, qui sont en province et qui vivent entre eux, en fait, ils sont nourris que par les réseaux sociaux, ou les télés. Et donc, en fait, l'image qu'ils se font du musulman, je dis bien du musulman, en fait, c'est un islamiste. Ils ne pensent pas qu'il y a des nuances. Ils pensent qu'ils sont tous comme ça, que demain matin, dans leur village voilà, où ils vivent entre eux depuis tout le temps. Hein. Ils vivent entre eux, ils ont leur attache, leurs racines. Mais je comprends très bien tout ça. Ils pensent que demain, il peut y avoir un Mera ou un Koulibaly qui va habiter là. Mais il ne va jamais venir là. C'est pas possible. Ou il va devenir dingue, ou il va se faire exploser tout seul. Il ne peut pas vivre là. C'est-à-dire, c'est pas son milieu. Son milieu, c'est un milieu urbain, des cités, où il va côtoyer d'autres intégristes qui vont lui monter la tête. Il ne va pas arriver dans un village où c'est pas possible. Mais eux, ils sont nourris par ça, ils ont peur. Et cette peur, je leur ai dit, mais vous savez, mais moi aussi, j'ai peur de ça. Moi, je n'ai pas envie de sauter dans un attentat. Moi aussi, je vis ça. Et je leur ai dit, mais vous savez que... moi, il y a une différence entre le musulman que je suis et ces intégristes. Parce que moi, l'islam que m'ont appris mes parents, il n'a rien à voir. Moi, c'était dans un esprit voilà, de respect de l'autre, de tolérance, de bienveillance, et puis d'une une certaine probité. Enfin, voilà, les qualités qu'on retrouve finalement dans toutes les religions. On ne m'a pas appris à détester les autres. Ouais. Je ne connais pas, je ne vois pas pourquoi on prendrait l'islam en otage pour détester les autres. Alors moi, je préfère le Dieu que m'ont appris à aimer mes parents que le leur. Voilà, c'est ça que je leur dis. Alors justement, en parlant de racisme, vous révélez que vous-même, à un moment, vous avez injurié l'un de vos amis. Oui, c'est vrai. Insulté, oui. Et c'est très... Parce qu'un élève vous pose, est-ce que vous n'avez pas Oui, été raciste? oui. Mais je crois qu'on l'est tous, en fait. C'est-à-dire qu'on a des réactions et après, ça dépend si on regrette ou pas ce qu'on a dit. Parce que si on se rend compte de la violence de ce qu'on a dit ou pas. Effectivement, quand j'étais jeune, pour l'anecdote, bon, j'avais un copain qui s'appelait Abdoulaye. Bon, moi déjà, je détestais jouer aux cartes et je jouais aux cartes pour lui faire plaisir et en plus, il trichait. Oui. Donc alors là, je dis, attends, je joue pour te faire plaisir, en plus tu triches, ça n'a aucun sens cette histoire. Et donc 2-3 fois, et après,
Je l'ai traité de sale bouffeur de bananes. Bon, en fait, c'était pas tellement. En fait, c'était pas tellement Qu'il mange des bananes. parce qu'il bouffait des bananes du matin au soir. Ouais. Mais en fait, à la vérité, c'était sale. Sale, ouais. Et c'est ça qui est terrible. Et parce que quand on veut montrer que quelqu'un est différent, finalement qu'il est si différent qu'il est impropre, on dit qu'il est sale. Mhm. Oui, comme on dit, sale noir, sale Voilà, négro, voilà, c'est le sale. mot sale. C'est pour ouais, qui dire que dérange. tu ne m'approches pas, tu es sale. C'est ça que ça veut dire. Et nous, on répète mécaniquement, même s'il n'y a pas de méchanceté, parce que moi, c'est un de mes meilleurs amis. Donc, si je lui ai dit ça. Mais après, je me suis rendu compte que c'était très chargé, parce que moi aussi, on me l'a fait. Oui, quand vous étiez enfant, un Quand professeur j'étais de enfant, chimie. j'avais un professeur de chimie. Il m'a marqué pour ma vie, quoi. Et donc, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'à chaque fois, quand il avait des coups de blues comme ça, il nous parlait de la Shoah, de de la ce qu'il a Seconde Guerre vécu, mondiale, la ouais. Shoah. En fait, c'était un miracle s'il avait survécu à tout ça. Et puis, bon, à force qu'il nous le répète, tu sais, c'est comme un disque, à la fin, ça rentre plus dans vos oreilles, quoi. Surtout nous, on ne savait pas ce que c'était. Donc, c'était pas comme maintenant, on ne disait même pas la Shoah à l'époque. Et il disait le génocide et tout. Ouais. Déjà, et donc c'était très compliqué. Et puis à la fin, on décrochait. Et puis surtout, c'était la chimie. C'était un prof de chimie. Moi, bras se coulait. Plus je coulais, moins il m'intéressait. Et un jour, il était assez pervers. Et tout ça pour en arriver. Il m'invite au tableau, évidemment, un 0 de plus. Et il sort de son sac un sachet avec des savonnettes dedans. Et je ne voyais pas le rapport entre EH2O et son paquet de savonnettes. Et vous savez, en sixième, vous ne pouvez pas répondre à un adulte. C'est pas possible. Et devant tout le monde, hein, il me donne le savonnette, il me dit tu te décrasseras avec ça, peut-être que tu seras plus intelligent. Et alors, ce qui m'a touché et en même temps montré la force de mes camarades, ça n'a fait rire personne, sa blague. Et tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous avez souffert l'horreur et tout que ça vous fait quelqu'un, ça fait de vous quelqu'un de bien. Parce que j'ai remarqué que souvent les gens qui ont été humiliés, ils reproduisent le même schéma. Un enfant qui a été battu, souvent il battra ses enfants. Ouais. Et des gens en Algérie, par exemple, il y a eu une jeune femme, Miss Algérie. Miss Algérie, noire, on va dire, hein, Oui. noire. Et pas si noire que ça, on va dire. Non, en Donc, fait, c'est elle une est peau saharienne, caramel, quoi. oui, C'est une saharienne, quoi, Ouais. avec la pommade. Ouais. Je veux dire, c'est pas. Mais elle a été insultée, mais c'est hallucinant. Avec les mêmes éléments de langage qui avaient humilié leurs grands-parents du temps de la France coloniale. Et je veux dire, rien ne sert de leçon à rien, à personne. Moi, c'est ça qui me trouble, parce que quand vous avez été humilié, mais comment vous pouvez humilier un autre? Mais c'est pas possible. Et ben eux, ça les dérange pas. Ça les dérange pas, c'est une espèce de truc viscéral. Alors c'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi-même et d'aller rencontrer les autres et de dire que, vous savez, vous valez pas mieux qu'elle. Hein. Alors justement, pour revenir en France, est-ce que ce n'est pas un danger, l'entre-soi, le communautarisme, à chaque fois qu'il défend sa culture, on parle toujours, oui, la diversité, la richesse, c'est bien d'être binationaux, mais à un moment, est-ce que le fait de rester entre soi, justement, empêche l'autre de venir découvrir la culture de l'autre? Mais évidemment, c'est même le danger qui nous guette. C'est même le danger qui nous guette, mais le problème, c'est qu'on est dans les conséquences. Le communautarisme n'est pas arrivé là par hasard. Maintenant, on est dans les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça? Parce que moi, quand j'étais jeune, j'habitais aussi dans une cité où il y avait voilà, j'allais dire, il y avait toute l'humanité, mais il y avait des gens qui venaient de partout. Oui, vous habitiez à Gentilly. À Gentilly, voilà. Ouais. Et il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait des Italiens, des Juifs, des Algériens, enfin bref, des Antillais et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque famille qui a été remplacée par une famille maghrébine ou africaine. Et ça a créé des ghettos. Oui. Et ça a marginalisé l'endroit. Et quand l'endroit a été marginalisé, finalement, les gens ont été aussi ghettoisés. Et c'est ce que Valls qui disait, pourtant je ne suis pas un fan de Valls, hein, mais il disait qu'on a créé un apartheid en banlieue
En fait, il y a des endroits où c'est pas possible, quoi. Des barres d'HLM entières où il y a que Ouais. des gens d'origine maghrébine ou africaine, c'est pas possible. On crée de soi des ghettos. Après, Ouais. les jeunes, même s'ils bossent, ils ont la mauvaise adresse et on les emploie jamais. Et puis après, alors c'est facile, pas de boulot. La facilité, c'est de se retrouver dans le commerce de la drogue ou alors d'aller rencontrer d'autres sirènes qui vous appellent, qui sont engouffrés là-dedans, c'est-à-dire l'islam politique et tout, qui dit, voyez, ils vous détestent, venez à moi les petits-enfants, moi je vous aime. Et donc, voilà, comme tout le monde a besoin d'amour, finalement, ils retrouvent une seconde famille là-dedans. Voilà. Et le communautarisme naît de là. Et après, avec toutes ces dérives qu'on peut connaître. Ouais. Et pour clore ce premier chapitre, à la fin donc de cette rencontre avec ses élèves, qu'en est-il sorti parce qu'il y a un élève qui a lu quand même votre livre. Qu'est-ce que vous avez gardé en fin de compte? Écoutez, moi quand je suis intervenu, avant d'intervenir dans cette classe, je pensais avoir affaire à des petits durs, méchants, teigneux et tout. Et j'ai vu que des enfants, des jeunes gens un peu perdus surtout. Un peu perdus, qui répétaient les âneries de leurs parents. Ouais. Il me dit, je lui dis, mais toi, tu es raciste. Il me dit, mon grand-père, voilà, mon père. Mon grand-père, il n'aimait pas les Allemands, et mon père, les Noirs, les Arabes. Et je lui dis, mais toi et tout. Et je voyais bien qu'il ne savait pas qu'il répétait, quoi. Et ça a quelque chose de pathétique. Je ne peux pas lui en vouloir, ce jeune homme. Je peux pas. Je peux lui dire, j'accepte pas que tu sois raciste. Moi, ça me dérange, mes convictions. Ça me dérange de parler avec quelqu'un et qui me dit je suis raciste. Mais maintenant, quand tu m'expliques ton histoire, à la limite, je lui dis, voilà, perds pas ton temps dans cette haine-là. Vas-y, trace ton dessin, essaye de t'ouvrir un avenir. Lis, découvre le monde. Ne reste pas à répéter les âneries de tes parents ou de tes grands-parents. Dire, tu n'avanceras pas comme ça. Enfin, pas dans la France de 2020, en tout cas. Et surtout ceux qui veulent justement s'expatrier, émigrer vers les États-Unis. Ah oui, ça c'était assez drôle. C'était assez drôle parce que je me suis dit, je ne vais pas leur faire un discours antiraciste. Parce que ça va m'endormir. Je vais m'endormir et je vais les endormir. Et je me suis dit, je vais les mettre dans la peau d'un étranger, savoir comment ils pourraient réagir. Et je leur ai dit, mais qui aimerait vivre dans un autre pays? Alors évidemment, les États-Unis. Ah oui. Forcément, parce que c'est là aussi où on voit où on est, l'endroit d'où on parle. C'est ça qui est important, c'est que donc les États-Unis, parce qu'évidemment c'est le pays le plus grand, plus beau, plus fort. Puis Donald Trump, de réussir, alors là, voilà, de partir de rien pour réussir. Voilà ouais. et tout. Mais je lui dis, mais vous savez, d'abord il faut savoir une chose, c'est que dès que vous sortez de France, vous êtes un étranger. Ah bon? Bah oui, bah oui. C'est ça, il faut que tu apprennes que le français n'est pas un homme universel. Dès qu'il a passé ses frontières, il devient un étranger. Et ensuite, donc, ok. Et ensuite, je leur dis, mais donc, si vous allez aux États-Unis, il va falloir que vous appreniez la langue, la culture, les lois les lois, et que vous appreniez aussi à manger des McDo tous les jours. Ça aussi. Et puis surtout, vous allez regretter d'où vous venez. C'est-à-dire votre village, votre 14 juillet, vos amis, tout ça, ça sera plus que des souvenirs. Et alors, ils se sont regardés. Et puis, alors pour certains, déjà, apprendre à avoir un anglais fluide, ça devenait une mission. Donc, on renonçait. Et puis, d'autres, voilà. Il y en a un, il m'a dit, je vais aller au Québec, c'est plus simple. Là, il parle français, donc... Puis il y en a un autre qui m'a dit... il voulait vivre au Maroc. Voilà, mais celui-là, c'était le plus retors et le plus intelligent, d'une certaine façon. Il me dit, moi, j'aimerais vivre au Maroc. Déjà, il me dit pas, j'aimerais travailler au Maroc, ni j'aimerais immigrer au Maroc. Il me dit, j'aimerais vivre au Maroc. Et moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose derrière, que c'était pas innocent ce qu'il me racontait. Alors, je le laisse parler et je lui dis, alors évidemment, hein, parce que le Maroc, avec tous les clichés pareils, la cuisine, les paysages, la mer, etc. Et il me dit, et puis les gens parlent français là-bas. Je lui dis, mais attends, non, les gens ne parlent pas français, ils font l'effort de te parler français. Eux, leur langue, c'est l'arabe. Alors, si tu veux t'installer là-bas, tu devras apprendre l'arabe. Et donc, il laisse couler comme ça un moment de silence, et puis il me dit, mais dans les yeux, il me dit, vous croyez pas que je vais me rabaisser à ça? Ouais. Et c'est terrible, parce que pour lui, dans sa tête, l'arabe, c'est resté une langue de colonisé. On ne se rabaisse pas à ça. Et puis alors, il y a d'autres témoignages qui étaient touchants. En fait, il voulait partir aux États-Unis ou ailleurs.
En fait, ils s'en fichaient. Ce qu'ils voulaient, c'était trouver du travail pour aider leurs Ouais. parents. Et c'est là, en même temps, c'est compliqué. Vous voyez, c'est, je ne veux pas dire chaque cas est un cas, mais c'est un cas. Entre celui qui ne veut pas apprendre l'arabe, celui qui a peur que les étrangers viennent parce que leurs parents n'ont déjà pas de travail, ils disent s'ils arrivent, ils vont encore me piquer le peu qu'on a. Et vous voyez, c'est compliqué comme ça. Il n'a pas de haine particulière, celui-là, qui a peur de ça contre l'autre. Parce que, mais il se dit, mais pour lui, c'est une fin du monde, quoi. Ouais. Déjà, ses parents n'ont jamais travaillé, lui, et puis ils veulent tous travailler dans l'administration. Parce que armée, je sais pas quoi, enfin bref, pour avoir un job sûr. Ça aussi, Et la ça, poste, ça relève ouais. un état d'esprit de gens qui ont peur. Merci beaucoup Akli Tadjer de nous avoir présenté une partie de votre livre, de votre document Qui n'est pas raciste ici. Voilà, je vous invite à l'acheter. Qui n'est pas raciste de Akli Tadjer. Maintenant, nous allons passer tout de suite à carte sur table. D'origine algérienne, vous êtes né Algérien en aussi, France, hein, les deux. vous avez vécu Ouais. plutôt en banlieue parisienne. Je voulais savoir, je vais vous poser une question sur cette actualité qu'on vit actuellement en Algérie. Il y a beaucoup de manifestations, des contestations contre cette prolongation du mandat de Bouteflika. Qu'en pensez-vous? Quel est votre regard? Bah moi, vous savez, quand je vois ces images qui nous viennent d'Algérie, en fait, je suis envahi d'un immense plaisir. Un immense plaisir. En fait, j'y croyais pas. Je croyais qu'on allait vivre comme ça un régime de dinosaures encore pendant des années et des années. Et puis, vous savez, la dernière fois que je suis allé en Algérie, c'était en novembre. 2018? Oui, oui, mais j'y vais donc souvent. c'est Hein, vraiment j'y vais récent. Oui. Et en fait, j'étais avec une amie et puis je regardais les jeunes. Et je lui disais, tu sais, mon avis, ça peut pas durer comme ça parce que les jeunes sont tristes. Et en fait, vous voyez la santé d'un pays à sa jeunesse. Et les jeunes que je voyais glander du matin au soir, je voyais de la tristesse dans leur visage. 20 ans, ils ne savaient pas quoi faire. Et je lui ai dit, ça ne peut pas durer comme ça. Et puis après, on est passé à autre chose. Et quand j'ai vu cette jeunesse dans la rue éclore, je me suis dit, enfin, on n'y croyait pas, quoi, parce que ils sont tellement beaux, ils sont tellement magnifiques, tellement intelligents dans leurs slogans, que, en fait, ils ont rendu la fierté à tous les Algériens. Et ça, rien que pour ça, voilà, c'est une gratitude sans fin. Alors maintenant, comment tout cela peut-il tourner ou comment, voilà, on n'en sait rien. Ouais. Mais en tout cas, ils ont montré que dans ce pays, qui reste un pays fermé hein, pour beaucoup, c'est pas simple hein, d'aller en Algérie. Demain matin, vous dites j'ai envie de voir ce qui se passe, Oui. ça devient très, très vite compliqué. Hein. Pas qu'on vous donne pas de visa, mais ça va être un parcours du combattant parce qu'on va demander où est-ce que vous allez, etc. Pas pour vous fliquer, mais c'est parce que pour des raisons de sécurité, j'imagine. Eh bien, quand j'ai vu cette jeunesse, franchement, voilà, c'était une belle jeunesse et je me dis que tous les espoirs sont permis. Quand on a des jeunes comme ça, en fait, l'Algérie peut partir gaillardement vers un bel avenir. Et je pense aussi que ça peut être un exemple aussi pour d'autres jeunesses, d'autres pays qui vivent sous des régimes autoritaires. Voilà, cette façon d'être pacifique. Parce qu'il y avait un beau slogan, j'ai vu, c'était République démocratique et pacifique d'Algérie. Et j'ai trouvé que c'était magnifique comme slogan. Les Gilets jaunes devraient prendre exemple sur ces Voilà. manifestants. Ils ne cassent rien. C'est vraiment dans le pacifisme. Il y a une marche comme ça. Et ils ne cassent rien parce qu'ils ont conscience que c'est leur pays, que s'ils cassent, c'est eux qui vont payer. Donc ils ne cassent rien. Et même ils nettoient derrière eux. Ils nettoient derrière eux avec des sacs plastiques, etc. Je trouve que c'est un bel exemple. Et on n'imaginait pas ça possible, quoi. Je veux dire, à la limite, je me demande comment des parents ont pu, qui sont restés comme ça, un peu brimés, un peu étouffés, qui se sont contentés de ce qu'ils avaient, ont pu engendrer des enfants aussi extraordinaires. Oui, avec cette volonté, cette volonté de. Et puis cette volonté de ne pas partir, quoi. C'est pas possible. Oui. Ils se disent, mais moi ça je l'avais entendu 1000 fois. Ils m'ont dit, mais on veut pas partir d'Algérie. L'Algérie c'est notre pays, c'est à nous de la faire. Et ici on a l'impression que au lieu de que ce soit un encouragement, au lieu de que ce soit une sorte d'admiration, on se dit non attention ils vont peut-être venir, mais ils n'ont pas envie de venir ici. Ils ont envie de rester chez eux, ils ont envie de faire leur pays. Et voilà. Et moi je suis de tout cœur avec eux.
Merci beaucoup, Akli Tadjer. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Alors, pour ce coup de cœur, qui avez-vous choisi? Ah, j'ai choisi le roman d'une jeune femme qui s'appelle Myriam Alaoui. Alaoui, et qui a écrit La vérité sort de la bouche du cheval. Oui. Pour quelle raison Bah, avez-vous parce choisi ce que livre? d'abord, c'est un premier roman. Oui, c'est vrai. Beaucoup de talent, beaucoup d'ingéniosité dans l'écriture, beaucoup de fantaisie, de drôlerie. Et ça raconte l'histoire d'un quartier de Casablanca, avec voilà, toutes ces chicayas, tout ce bonheur, toutes ces engueulades, tous ces rires, tous ces soleils. Et c'est l'histoire d'une prostituée donc, qui a du mal évidemment à subvenir à sa famille. Et puis, un jour va arriver une jeune documentariste qui veut faire un film. Et elle s'appelle Chadlia. On l'appelle Bouche de Cheval, pour la raison qu'on imagine. Elle veut faire un film et elle va demander à tous ces gens, tous ces petites gens de Casa, des témoignages. Et alors après, dans toutes ces vies chahutées, blessées, torturées, mais pleines de vie, quel témoignage choisir de sa vie Est-ce que je vais raconter ma vie de prostituée? Est-ce que je vais raconter ma vie avec mes enfants? Et c'est tout cet univers qui m'a beaucoup touché. Et puis voilà, ça me faisait penser un peu aux comédies italiennes, quoi, d'une certaine façon. Il y en a qui exagèrent leurs témoignages, qui se trouvent plus beaux qu'ils ne sont. D'autres, voilà, chaque caractère du personnage transparaît dans cette histoire. Et moi j'ai trouvé que c'était très très beau. Merci beaucoup, Akli. Merci de nous avoir présenté votre coup de cœur. Et puis aussi, vous êtes venu nous voir, enfin, on vous a invité pour votre document. C'est bien marqué document, c'est pas un essai. C'est les deux, hein, c'est un deux. récit, un essai, parce qu'il y a une espèce il y a des réflexions aussi Bien sur sûr. la société, sur voilà, alors on l'appelle comme on veut. En tout cas, votre essai, votre document, votre nouvel ouvrage, Qui n'est pas raciste ici, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup. Ouais. Et puis quant à vous, mes chers complices, eh ben, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine avec un autre auteur, bourré de talent comme d'habitude, vous connaissez, hein, Des mots et débats. Merci de votre fidélité, au revoir et à bientôt.